C'est l'histoire de deux mondes, un monde de lumière, d'industrie, et un autre d'une obscurité totale, incroyablement fragile. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont tous les deux taillés dans la même pierre. Voilà, le décor est planté. Un monde entier caché qui est en train de mourir. La question, c'est pourquoi. Et c'est ce qu'on va explorer. Alors, pour comprendre, direction Land. On part dans la région des Gentia Hills au Meghalaya. Imaginez des collines verdoyantes, des pluies torrentielles, mais le vrai trésor, lui, est caché juste sous la surface. Ce qui rend cet endroit si spécial, c'est sa géologie. On a affaire à du calcaire, et avec les pluies de mousson qui n'arrêtent jamais, l'eau a littéralement sculpté un réseau immense de grottes, de cavernes, de rivières souterraines. C'est un véritable labyrinthe qui s'étend sous nos pieds. Mais bon, la géologie, ce n'est que le contenant, si on veut. Le plus incroyable, c'est le contenu, la vie qui a réussi à évoluer là-dedans, complètement coupée du soleil. Et ces créatures, elles ont un nom un peu scientifique, les troglobites. En gros, ce sont les vrais habitants des cavernes, les superstars de l'obscurité. Ils se sont adaptés pour vivre leur vie entière dans le noir complet. Résultat, ils ont souvent perdu la vue, la pigmentation, des adaptations assez extrêmes. Et comment est-ce qu'elles sont arrivées là? C'est ça qui est fascinant. Le professeur Mukim l'explique très bien. Tout commence avec les pluies. Des créatures de la surface sont emportées par les flots, se retrouvent piégées dans les grottes et ne peuvent plus en sortir. Pour celles qui survivent, sur des milliers d'années, elles évoluent et deviennent des espèces totalement nouvelles, uniques au monde. Il faut bien comprendre que cet écosystème est hyper fragile. Vraiment. Tout, absolument tout repose sur les chauves-souris. Elles sont le seul lien avec l'extérieur. Elles sortent la nuit pour chasser et quand elles reviennent, leur guano devient la base de toute la chaîne alimentaire souterraine. Sans elles, ce monde s'éteint. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que ce monde fragile dépend à 100% de ce qui se passe à la surface. Et à la surface, eh bien, il y a un tout autre monde. Un monde bien plus industriel, mais qui est bâti sur exactement la même roche. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a ce paysage naturel, luxuriant. De l'autre, des cicatrices béantes dans le paysage. C'est la réalité industrielle de la région. Parce que cette même roche, qui abrite des merveilles souterraines, eh bien, elle est aussi le moteur de l'économie locale. Ça fait des décennies que ça dure. Les Gentia Hills regorgent de charbon et de calcaire de très bonne qualité. Donc forcément, une énorme industrie minière et cimentière s'est développée. C'est devenu une source de revenus et d'emplois absolument essentielle pour les gens qui vivent là. Mais voilà, il y a un mais. Cette industrie a un coût. Un coût environnemental énorme, qui touche directement à la ressource la plus vitale qui soit, l'eau. En fait, on a affaire à un double problème. D'un côté, l'extraction du charbon expose la pyrite à l'air et à l'eau, et ça crée de l'acide sulfurique. De l'autre, l'extraction du calcaire libère des poussières très fines qui rendent l'eau extrêmement alcaline et très très dure. Bref, deux poisons différents qui viennent de la même activité industrielle. Et quand on regarde les chiffres, ça fait froid dans le dos. Le pH des cours d'eau près des mines de charbon peut tomber à 2,31. Pour se donner une idée, c'est l'acidité de ce qu'on a dans l'estomac. Autant dire que quasiment rien ne peut survivre là-dedans. Et pour le calcaire, ce n'est pas mieux. La dureté de l'eau peut grimper à plus de 300 mg par litre. C'est classé comme eau très dure, bien au-delà de toutes les normes, que ce soit pour la boire ou pour la survie d'un écosystème. Et c'est là évidemment que les deux histoires se rejoignent. Le monde de la surface et le monde souterrain entrent en collision. Parce que bien sûr, cette pollution ne va pas rester sagement à la surface. C'est ça, le point crucial. Le calcaire est poreux. La pollution s'infiltre donc, lentement mais sûrement, elle empoisonne les nappes phréatiques et finit par s'écouler directement dans les grottes. Ces sanctuaires, qui étaient restés intacts pendant des millénaires, sont en train d'être envahis. Et les premières victimes, qui sont-elles? Eh bien, ce sont toutes ces créatures incroyables. Le plus grand poisson de grotte du monde, ces espèces de poissons aveugles, ces grillons aux antennes démesurées, c'est toute une biodiversité unique au monde qui est menacée d'extinction. Ce tableau résume tout. La différence entre un cours d'eau propre et un autre, touché par l'exploitation minière. Le pH qui s'effondre, l'oxygène dissous qui disparaît, les sulfates qui explosent. Ce n'est pas juste un peu de pollution, c'est une transformation chimique complète de l'eau. Alors la question est terrible, mais il faut la poser. Que se passe-t-il pour des formes de vie qui ont évolué pendant des milliers d'années dans une eau parfaitement pure et stable, quand cette eau est brutalement empoisonnée? Elles n'ont aucune défense, aucune capacité d'adaptation face à un changement aussi radical. On touche là au cœur du problème. Un dilemme terrible entre la survie économique des populations locales et de l'autre, la survie d'un patrimoine biologique absolument unique. Le paradoxe, il est là.
C'est la même roche qui a permis à ces écosystèmes uniques de naître, et c'est cette même roche qui, en étant exploitée, risque de les anéantir. La ressource est à la fois le berceau et la menace. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse et sans réponse simple. Comment arbitrer entre une économie qui fait vivre des gens et un monde naturel et réparable? Comment décider ce qui doit être sauvé? C'est une question qui, bien sûr, dépasse largement le seul cas du Meghalaya.